Bienvenue à cette session d'information dédiée à l'actualité africaine sur DBS Télévision. En Guinée, 5 figures de l'opposition interpellées la semaine dernière dans la foulée des violences qui ont suivi la réélection controversée du président Alpha Condé ont été inculpés. Confirmation a été faite par leur avocat lundi 16 novembre qui a indiqué qu'ils ont été déférés devant un juge d'instruction du tribunal de Dixine qui les a inculpés de fabrication et détention d'armes de guerre et atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Tous ont été placés sous mandat de dépôt et transférés à la prison civile de Conakry. Selon la même source, un autre opposant, Ibrahima Cherif Ba, avait été inculpé pour les mêmes motifs et placé sous mandat de dépôt dès vendredi dernier. Le parquet avait déclaré que ces 5 hommes figurent parmi les 6 opposants déclarés comme activement recherchés à la suite des violences électorales et plus précisément pour avoir proféré des menaces de nature à troubler la sécurité et l'ordre public. Parmi eux, 4 sont des responsables de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le parti dirigé par le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Le président Alpha Condé a été définitivement proclamé le 7 novembre par la Cour constitutionnelle, président de la Guinée pour un 3e mandat consécutif à l'âge de 82 ans, ceci après des mois de contestation. L'opposition dénonce une opération visant à la museler et à faire oublier le coup d'État électoral auquel s'est livré, selon elle, le président sortant. Présidentielle du 22 novembre au Burkina Faso, la campagne électorale est rentrée dans sa dernière ligne droite. Ils sont 13 au total à vouloir s'installer au palais présidentiel de Kossam face au président sortant Roch-Marc Christian Kaboré qui fait figure de grand favori. 2 candidats, le chef de file de l'opposition Zéphirine Diabré, 2e en 2015, et le candidat du parti de l'ancien président Blaise Compaoré, Edi Kamboïgo. Sur le front de la campagne, les candidats multiplient les opérations de charme à travers grands rassemblements et campagnes de proximité. Ces élections interviennent dans un contexte particulier marqué par la pandémie de coronavirus et l'insécurité due au terrorisme avec ses corollaires. Érosion de la cohésion sociale, plusieurs centaines de milliers de déplacés, exclusion de certaines parties du pays de la participation électorale. La liste n'est pas exhaustive. Les groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique n'ont cessé d'étendre leur champ d'action dans plusieurs régions de ce pays d'Afrique de l'Ouest de 20 millions d'habitants depuis 2015. En pleine campagne électorale, l'État islamique a revendiqué samedi dernier l'attaque qui a coûté la vie à 14 soldats burkinabés, une situation qui inquiète au plus haut niveau les populations. Conflit au Sahara occidental, la tension reste vive entre le Maroc et les indépendantistes du Front Polisario. Vendredi dernier, le Front Polisario affirmait que le cessez-le-feu signé en 1991 était rompu après une opération militaire marocaine pour débloquer une route dans la zone tampon de Guéguéra, proche de la frontière avec la Mauritanie. Dimanche, les Nations Unies ont confirmé des échanges de tirs entre les troupes marocaines et le Front Polisario. Ce dernier a indiqué dans un communiqué avoir mené des attaques contre le mur de défense marocain dans le nord et le centre du territoire. Dans ce contexte, la MINUSO a appelé une nouvelle fois les 2 parties à la retenue et à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire baisser la tension. De source marocaine, le roi Mohamed VI a déclaré rester attaché au cessez-le-feu mais déterminé à réagir avec la plus grande sévérité contre toute menace à la sécurité de son pays. De son côté, le Polisario affirme que la fin de la guerre sera liée à la fin de l'occupation de la partie du Sahara occidental sous contrôle marocain et à l'application pleine et entière de l'accord conclu en 1991 qui prévoit un référendum d'autodétermination. En Éthiopie, affrontement entre Addis Abeba et la région du Tigré, diverses médiations tentaient de s'organiser lundi pour faire cesser le conflit qui oppose depuis le 4 novembre l'armée fédérale éthiopienne aux forces de la région dissidente après un week-end marqué par une dangereuse escalade. À la tête de cette région du nord de l'Éthiopie, le Front de libération des peuples du Tigré TPLF a tiré samedi plusieurs roquettes sur Asmara, capitale de l'Érythrée voisine, dont elle accuse les autorités de prêter main forte militairement à l'armée fédérale éthiopienne. La veille, le TPLF avait aussi tiré des missiles sur 2 aéroports de la région éthiopienne voisine d'Ambara. Cette escalade hors du Tigré renforce les craintes que la guerre dégénère en un conflit incontrôlable
en Éthiopie et déstabilise toute la région de la Corne de l'Afrique. De l'avis des observateurs, outre des pertes importantes en vies humaines, ce conflit va déclencher une vague de migration et de déplacements internes potentiellement risqués pour la stabilité de la région. Le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés a dit s'attendre à une vague massive de réfugiés au Soudan voisin, où près de 25 000 Éthiopiens ont déjà fui les combats. Le gouvernement, qui dit déjà contrôler la zone occidentale du Tigré, frontalière du Soudan, a annoncé dimanche la prise d'Alamata, ville située à 180 km de la route au sud de la capitale régionale Mekele. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019, a récemment affirmé qu'aucun pourparler ne commencerait avant que les autorités du Tigré soient totalement désarmées. Le TPLF a durant presque 30 ans contrôlé l'appareil politique et sécuritaire éthiopien avant d'être progressivement mis à l'écart par Abiy Ahmed depuis que celui-ci est devenu Premier ministre en 2018. Plusieurs mois de tensions ont culminé avec l'organisation Tigré d'un scrutin qualifié d'illégitime par le gouvernement fédéral et le refus du TPLF de laisser un général de l'armée fédérale prendre ses fonctions au Tigré. Et puis, le Soudan tente de tourner la page de la guerre un mois après la signature d'un accord de paix entre le gouvernement et les principaux groupes rebelles. Dimanche, certains chefs de ces mouvements armés sont rentrés à Khartoum. Le leader d'une faction du mouvement pour la libération du Soudan a rappelé aux autorités que les crimes commis au Darfour devront être punis selon les termes de l'accord. Ceci alors que les autorités de Khartoum ont annoncé il y a quelques jours une amnistie générale, sauf pour ceux accusés de crimes contre l'humanité et génocide. Les leaders rebelles ont également rencontré le général Abdel Fattah al-Burhan, le chef du conseil souverain qui a la plus haute instance du pouvoir chargé de superviser la transition. Ce retour de ces chefs rebelles est perçu comme un premier pas important dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé le mois dernier. Les différents partis vont devoir maintenant s'atteler à la formation d'un nouveau gouvernement et d'un nouveau conseil souverain qui inclura ces chefs rebelles. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. À très bientôt.